Course et régate, une émission de Nicolas Venance pour Actu Nautique Yachting Art. Bonjour Jérémy, est-ce que tu Bonjour. peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je suis Jérémy Bayou et je suis le skipper de l'IMOCA Charal. Alors raconte-nous un peu, toi tu es né dans la voile, tu es né en baie de Morlaix avec une génération de coureurs qui ont fait les grandes heures du Figaro, de plein de séries et notamment de l'IMOCA aussi. T'es tombé dedans comme dans une marmite en fait, la course au large. Ouais, effectivement, j'ai eu la chance d'être né dans le le plus beau coin du monde, dans un coin dans lequel c'est pas facile de naviguer, et avec un papa passionné de bateaux. Et donc ouais, les débuts c'est en croisière avec mes parents, des petites croisières autour de la baie de Morlaix, de l'île de Bas. Le plus loin c'était Camaret à la pointe de Bretagne. Et puis voilà, adorant cet univers-là, être en mer, j'ai vite pris goût à faire l'optimiste et à la compétition avec l'optimiste. Et puis bah, là, j'ai croisé ouais, des camarades et des copains pour la vie que sont Armel Lecléache, Nicolas Troussel, Yann Eliès qui était la baie de Saint-Brieuc, pas trop loin non plus. Et voilà, ouais, avec Armel, Nico et puis Yann, on a beaucoup navigué ensemble, et puis on a beaucoup navigué aussi les uns contre les autres en dériveur, sur tout ce qui passait, dériveur, corsaire, habitable, et puis à la fin sur la solitaire du Figaro avec quelques victoires à nos actifs respectifs, et voilà, l'histoire est super sympa. Ouais. L'histoire est assez géniale hein, d'avoir pu tous vous suivre comme ça sur la longueur, en allant toucher vos rêves les uns après les autres et en allant tous réussir des performances assez extraordinaires au niveau sportif. Ah ouais, c'est sûr, en y repensant, je pense que gamin, quand on était ensemble sur les courses en habitable, les Tours du Finistère ou les Tresco Trophées à Morlaix, juste la solitaire du Figaro, regarder la solitaire du Figaro et suivre la solitaire du Figaro, ça nous faisait rêver. On était comme des dingues à regarder les classements et aller aux escales quand c'était à côté de la maison. Donc ouais, on rêvait. Donc de là à se retrouver au départ la solitaire du Figaro, déjà, pour nous, c'était ouais, un rêve de gamin. Alors la gagner plusieurs fois comme on l'a fait tous les trois, et même après participer au Vendée, comme on l'a fait tous les trois aussi. Et le gagner comme a pu le faire Armel, je pense qu'on l'imaginait même pas. Donc ouais, c'est une histoire assez improbable. Ouais. Ça veut dire que très vite pour toi, tu as vu ton avenir uniquement dans la course au large et dès 20 ans, tu es déjà sur la solitaire du Figaro. Oui, je pense que, enfin, on faisait vraiment ça. Moi, je faisais vraiment ça. Et si on pose la question à Armel ou Nico, je pense que ce sera la même réponse. Alors, on s'éclatait à faire ça, en fait, quoi. Et on avait la chance d'être vraiment les pieds dans l'eau, de pouvoir un peu naviguer quand on voulait. Nos parents nous laissaient faire. Et je pense qu'aucun de nous trois se voyait faire autre chose que travailler ou évoluer dans ce milieu-là. Alors on ne savait pas trop comment on allait y arriver, hein. Est-ce que ça allait être en étant technicien ou en étant navigant voilà, on ne savait pas, mais je pense qu'on savait qu'on voulait évoluer dans ce milieu. Et après, je pense, voilà, ça se fait de fil en aiguille, en fait, ça se fait d'embarquement en embarquement, de petits résultats en gros résultats, et toujours avec la passion de naviguer. Je pense que aucun de nous n'a jamais refusé un embarquement, en fait, quoi. Et on faisait les entraînements des riveurs le mercredi et le samedi. Et le dimanche, on allait faire la régate en habitable. Pendant les vacances, c'était tous les jours. Moi, j'allais naviguer le soir, je rentrais du lycée, et si j'avais fait mes devoirs, j'avais le droit d'aller naviguer au pied de la maison. Donc je naviguais de 18h jusqu'à ce qu'il fasse nuit, tout seul avec mon dériveur. Ouais, on était complètement accro, quoi. Et voilà, et du coup, à la fin, ça s'est fait un peu naturellement. À la fin, ce métier-là qui n'existait pas vraiment en nous quand on était gamin ou adolescent, et qui commençait à se professionnaliser avec Jean Le Cam, avec Michel Desjoyaux et avec le Finistère Course au Large qui était en train de voir le jour. Ces gens-là ont créé le métier. Et puis à nous, du coup, de fil en aiguille, on a accédé à ça. Et puis on n'est jamais sorti de ce qu'on peut appeler un rêve. Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter justement comment vous viviez, comment vous voyiez à l'époque le Vendée Globe qui vivait ses premières grandes heures? Avec des yeux un peu effrayés, quoi. Moi, j'ai vraiment le souvenir d'avoir acheté le Voiles et Voiliers spécial Vendée Globe de 1989 et de feuilleter le magazine avec des yeux émerveillés. On voyait les bateaux en navigation, et puis on voyait l'intérieur des bateaux aussi. C'était des énormes tables à cartes. Je me rappelle, Jeantot, il avait un siège de pilote d'avion de chasse. Et les bateaux étaient si différents, et on avait l'impression qu'ils ne savaient pas vraiment où ils allaient quand même. C'était des bateaux hyper larges, on n'avait jamais vu ça. Donc, donc c'était très loin de moi, quoi. C'était vraiment, j'avais des yeux ébahis quand je regardais ça. Et pas du tout la conscience, ou ni l'envie, ni quelque part même le rêve de faire ça, parce que c'était tout nouveau, personne ne savait ce que ça allait donner. Et puis petit à petit, ouais, j'ai regardé ça de loin, et puis après je suis venu sur les départs. Et après j'ai eu la chance de faire la saison en double à Transat Java avec Vincent Rioux en 2003, et en 2004 il gagne le Vendée. Et là ça m'a vraiment, ça a fait tilt. Je me suis dit, ben voilà, t'as navigué en double avec Vincent, ça s'est super bien passé. Et puis Vincent derrière il gagne le Vendée, donc alors de là à gagner le Vendée, ce qu'a fait Vincent, c'est un truc majuscule, hein, et personne ne l'attendait. Et puis il a dominé la course avec Jean Le Cam de bout en bout. Il a fini par gagner avec une assurance juste incroyable. Donc de là à gagner le Vendée, j'y étais pas encore, mais je me suis dit, bah, tiens, peut-être que c'est une course qui pourrait être intéressante. Et puis derrière, je gagne la solitaire du Figaro. Et puis à l'époque, quand tu gagnais la solitaire du Figaro, il y a quelques micros qui se tendent. Et avant moi, on te demandait, bah, maintenant tu as gagné la solitaire, qu'est-ce que tu veux faire? Puis la réponse c'était, bah, je veux faire du multicoque Orma, parce que c'était la série qui était en vogue. Et puis moi, on m'a tendu le micro, et j'ai dit, bah, moi je rêve de faire le Vendée Globe en fait. Et puis avec mon sponsor de l'époque, Deltador, ça s'est fait derrière, avec le petit coup de pouce de Michel Desjoyaux aussi, qui allait taper dans l'épaule de Joël Renaud, qui était le président de Deltador, qui lui a dit, allez, faut l'amener au Vendée Globe, le petit, il vaut le coup. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça pour la première participation, et depuis je suis toujours là. Et alors c'est ça, ça va être ta vie en fait pendant 20 ans, et là tu vas participer à ton 5e Vendée Globe. Ouais, dit comme ça, c'est un peu vertigineux. Et dit surtout quand tu dis que c'est la 10e édition, et que j'aurais pris part à la moitié des éditions du Vendée Globe, alors que c'était une course qui était très loin de moi au début, pour laquelle je pensais même pendant mes années Figaro, pas forcément être bien taillé ou bien adapté, parce que j'étais vraiment dans le format Figaro, et que les courses de 3-4 jours ça m'allait bien, et que j'avais du mal même à gérer sur une transat. Donc c'était vraiment très loin de moi. Et puis aujourd'hui, oui, je me dis que j'aurais participé à la moitié des éditions. Mais en fait, déjà le temps passe vite. Déjà, j'aime pas rester sur des projets pas aboutis, quels qu'ils soient. Et du coup, voilà, mes 2 premières participations se sont soldées par un abandon. La troisième avec un podium. Et donc voilà, je sais que je suis capable de faire quelque chose de bien sur cette course-là. J'y suis de plus en plus à l'aise. Et voilà, et donc la dernière fois, le scénario était un peu improbable, donc c'était évident qu'il fallait que j'y retourne cette fois-ci. Tu en as fait 4 déjà, même si parfois ils se sont interrompus. Comment tu définis le Vendée Globe aujourd'hui pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Je ne vais pas être le seul à dire ça, mais c'est un concept simple, c'est le plus simple des concepts, hein. On part d'un endroit, on fait le tour du globe, on revient au même endroit, en solitaire, et sans escale et sans assistance. Et le fait que le concept soit tellement simple, ça rend l'exercice tellement compliqué, quoi. Donc, au final, je pense qu'on ne peut pas faire plus compliqué. Donc pour moi qui aime bien les choses un peu casse-tête et les gros challenges, au final ça me correspond bien. Voilà, l'équation elle est vraiment pas simple à résoudre. Euh, voilà, je pense que peut-être à part pour Mich, pour
pour qui ça a l'air facile de l'extérieur, même si quand on discute avec lui, ça a été tout sauf facile et qu'il a remporté 2 fois. Pour nous autres, c'est un casse-tête. Donc voilà, c'est ça qui est génial avec cette course. Et qu'est-ce qui le rend aussi addictif? Ah, c'est vraiment, ouais, il y a plein de choses, ouais, il y a plein de choses. Déjà les machines, les bateaux sur lesquels on navigue sont juste, fabuleux. C'est des bombes, qu'on est un peu, à califourchon sur un bâton de dynamite. Donc des fois, ça peut être un peu effrayant, mais du coup, tout le sel vient d'arriver à maîtriser, à maîtriser le bâton de dynamite, à faire en sorte qu'il explose pas trop vite. Et donc ça, c'est un exercice qui est juste kiffant. Euh, il faut savoir aller vite, mais c'est tout dans le dosage en fait. On peut dire c'est des bateaux durs ou c'est des bateaux où il faut attaquer. C'est des bateaux un peu peut-être un peu bourrins pour être un peu familier. Mais en fait, c'est attaquer, mais tout en finesse, quoi. C'est violent, mais il faut savoir vraiment doser, sous peine de justement de voir tout exploser. Et cet exercice-là, du coup, dans la façon de mener le bateau en solitaire et aussi de préparer la course, pour le coup, plutôt en équipe. Designer le bon bateau, lui faire les bonnes évolutions, lui faire la bonne mise au point, avoir la bonne compréhension, l'adapter à soi-même. C'est un exercice qui est passionnant. Et puis après, bah, être en mer, en solitaire, c'est un exercice que moi j'adore, qui est depuis le temps devenu un peu une seconde nature et duquel je pense que j'aurais beaucoup de mal à me passer. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance à la fois d'être sur ce parcours et en solitaire et à la fois d'être sur ces bateaux-là. Ouais. Ça veut dire que tu penses déjà au prochain? Non, pas forcément, mais si ça devait s'arrêter là, à ce Vendée Globe-là, je sais que je ferais d'autres courses en solitaire, quoi. Donc s'il ne devait pas y avoir d'autres Vendée Globe. Ouais, c'est vraiment un exercice que j'adore, que ce soit le Figaro, que ce soit des Transats ou le Vendée. Ouais, je suis à l'aise sur ce support-là, en tout cas sur le fait d'être en solitaire. Donc je pense que ça, j'arrêterai vraiment jamais. Non. Pourtant, tu as aussi navigué en équipage et ça s'est bien passé. Tu as aimé ça aussi, je crois. Ouais, je pense que pour aimer le solitaire, il faut quand même faire un peu d'équipage de temps en temps. Donc ouais, je pense que je suis assez adaptable. Et justement, je pense que le bon solitaire, c'est quelqu'un qui doit être adaptable. Je pense que l'image d'Épinal de dire le solitaire, il est renfermé sur lui-même, un peu bourru, un peu arrêté sur ses idées, et puis et très, très solitaire dans le sens aimant la solitude. Je pense que c'est ni la bonne image et c'est ni le bon fonctionnement pour faire un bon navigateur en solitaire. Je crois qu'au contraire, quand tu es solitaire, il faut avoir l'esprit hyper ouvert. Il faut accepter que ça ne se passe pas comme prévu. Il faut vouloir et pouvoir travailler en équipe pour bien préparer son coup en solitaire. Il faut être à l'affût de toutes les nouvelles technologies qui peuvent justement t'aider à mener ces bateaux de folie en solitaire. Il faut regarder les autres, il faut écouter. Voilà, donc le fait de naviguer en équipage, je pense que c'est vraiment un atout pour être un bon solitaire après. Ouais. Faire face à l'imprévu, ça t'est arrivé à chaque édition quasiment. Tu as fait face à soit des arrêts brutaux nets. Et alors, tu vas nous raconter comment on digère ça, comment on passe au-delà et on imagine revenir un jour sur cette course qui, à ce moment-là, doit être extrêmement douloureuse quand ça s'arrête net après avoir travaillé dessus pendant plusieurs moments, plusieurs années, je veux dire. Et puis aussi, cette idée de être capable de s'adapter et de faire avec ce qu'on a. Et je repense là à ton édition de Vendée Globe où très vite, tu perds tous tes moyens de communication et tu vas quand même faire ton meilleur résultat sportif jusqu'à la dernière édition du Vendée Globe où là encore, tu as un imprévu. Au bout de 4 jours, ça s'arrête, mais tu reviens, tu répares, tu repars avec 9 jours de retard. Et quand même, dans la douleur, tu vas aller chercher une 13e place. Et voilà, comment cette résilience, elle se construit dans la vie d'un marin et elle devient un socle en fait de tes qualités. Je sais pas trop.
Je pense que je m'en passerai. Maintenant, je pense qu'à la base, je suis un travailleur et j'ai ce côté opiniâtre, tendance têtue, qui fait que je ne m'arrête pas à la première difficulté, quoi. Alors, je dis pas que je recherche les difficultés, parce que j'ai un peu cette réputation-là de celui qui aime quand c'est dur et compagnie. Non, c'est souvent dur, euh, mais je ne recherche pas forcément. Par contre, en tout cas, j'arrive à faire face et je baisse pas les bras. Et là non plus, là aussi, pardon, je dis pas que c'est facile de ne pas baisser les bras. C'est extrêmement difficile, mais j'y arrive. Alors voilà, tu passes par des émotions et des sentiments qui sont humains, de dégoût, de découragement, de tout ce que tu veux, mais à chaque fois, au final, j'arrive à me ressaisir et à mener le projet au bout, pardon. Même si c'est pas exactement le projet initial, hein, même si le projet initial c'est, on va dire, gagner la course et qu'à la fin c'est une 13e place, j'arrive à trouver des ressorts pour m'en sortir. Alors ça marque un peu, hein, et puis tu te poses des questions, et puis tu te demandes ce que tu fais là, tu recherches la raison d'eux et le pourquoi du comment. Mais une fois que tu as fait ça, en fait, à chaque fois, il y a une seule évidence, c'est ben, tu es venu là aussi parce que tu aimes la mer, tu as la chance d'être là, donc essaie de mener le truc au bout comme tu peux avec les moyens du bord. Voilà. Et à chaque fois, j'en retire énormément de satisfaction et de fierté, voilà, sans vouloir trop me, trop me mettre en avant ou m'envoyer des fleurs. Le dernier Tour du Monde que j'ai fait, le dernier Vendée Globe, j'en suis extrêmement fier. Et pourtant, ça n'a pas été facile. Plus que ta 3e place? Euh, non, c'est dur à dire. Tous tes Vendée Globe, comme tous tes enfants, tu ne peux pas dire lequel tu préfères au final. J'ai la satisfaction de tout ce que j'ai fait, même les abandons, les circonstances à chaque fois sont particulières et tout n'est pas à jeter. Bon, non, je préfère ma 3e place quand même. Qu'est-ce que tu gardes justement de cette 3e place qui, encore une fois, s'était courue là aussi un peu avec bah, des pépins qui ne sont pas anodins, ne plus avoir de moyens de communication, c'était quand même une sérieuse épine dans ton pied. Ouais, c'était une sérieuse épine dans mon pied. C'est des bateaux quand même qui sont compliqués à mener avec des pannes électroniques à répétition et qui sont encore plus difficiles à mener quand on n'a pas accès à la météo, ce qui était mon cas, ou à vraiment des petits bulletins que j'arrivais à attraper avec mon iridium. Euh, et du coup, en fait, après, ça fait appel à ton sens marin, à ta préparation, à ce que tu as déjà vécu, à ton observation. Et du coup, à tous les fondamentaux que tu as travaillé et que tu connais depuis ben, justement les premiers bords en baie de Morlaix. Et nous qui sommes nés à peu près en même temps que le GPS, on sait naviguer sans le GPS, juste avec ta carte et ton sondeur, et en levant le nez. Et on sait naviguer aussi avec des ordinateurs. Je pense qu'on est vraiment la génération intermédiaire avant la génération ordi. Et du coup là, ouais, c'était sans météo, sans ordi. Et en vrai, je me suis vraiment éclaté à mener cette navigation-là. Et je me suis prouvé à moi-même que c'était possible, que je pouvais le faire. Je me souviens d'un petit mot d'encouragement que j'avais réussi à accrocher. Je pense que j'avais envoyé un texto à terre et je sais plus qui m'avait transmis un mot d'encouragement d'Alain Gauthier qui avait dit si tu arrives à le faire comme ça, sans moyen de communication, ça sera un réel exploit. Et voilà, j'avais pris le challenge un petit peu au mot. Et ouais, au final, je suis super fier de ce que j'ai fait. Et donc voilà, vraiment le côté fierté d'arriver à boucler la course comme ça, d'avoir bien mené le bateau, notamment dans le sud, et de faire 3e à l'arrivée. Et puis aussi, après, ben, le constat que entre moi qui fais 3e et Armel et Alex Thompson qui font 1 et 2, il y a quasiment une semaine, enfin, ouais, il y a un gouffre. Et du coup, de me dire, voilà, peut-être que quelque part
sur ma préparation et sur tous les moyens mis en œuvre, quelque part, le mieux accroché, c'était une 3e place, mais il reste encore du travail, il reste un gap à franchir avant de pouvoir postuler à la victoire. Et voilà, ça m'a donné une petite référence de ce qu'il fallait mettre en route pour un jour pouvoir espérer gagner le Vendée Globe. Et c'est ce que j'ai la chance de pouvoir faire avec Charal, que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec Charal depuis la dernière édition et qu'on va essayer de faire aboutir cette fois-ci. Alors, parlons-nous justement de ce bateau 2024, un bateau que tu as mis très tôt à l'eau, que tu as développé avec Franck Camas. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez amené plein de choses. Je crois d'ailleurs que tu as encore changé des safrans là récemment. Est-ce que tu peux nous raconter ce bateau avec lequel tu vas partir, fiabilisé, performant forcément, tu es plein d'ambition pour cette édition. Ouais, effectivement, je crois que la confiance de mon partenaire Charal et le fait d'avoir au final réussi à faire un tour du monde en solitaire, à boucler la boucle la dernière fois avec Charal 1, ça m'a donné beaucoup de ressources et beaucoup d'expérience et beaucoup de recul pour arriver, je pense, à concevoir un Charal 2 qui est vraiment bien adapté à ce parcours du Tour du monde en solitaire. Alors c'est pas uniquement le cas de Charal 2, je pense que tous les nouveaux foilers sont beaucoup plus adaptés aux conditions de portant fort dans la brise. Je pense qu'on est capable de faire voler les bateaux et d'être moins sous l'eau que ce que ça n'était le cas il y a 4 ans. Donc on a vraiment, là entre Charal 1 et Charal 2, il y a vraiment un énorme step qui a été franchi. Mais on a réussi à garder la polyvalence quand même. On a un bateau qui est vraiment performant au pré, qui démarre assez tôt dans les allures médium. Donc voilà. Au pré, je pense qu'on est assez dominant. Sur les autres allures, on est dans les tout bons bateaux. Mais on n'a pas vraiment de gros trous, quoi. Donc Charal 1 avait aussi un peu cette polyvalence que moi j'aime bien garder. J'aime bien être capable de m'en sortir un peu dans toutes les conditions et de ne pas devoir miser sur un océan ou sur un type de conditions. Il y a des bateaux qui sont peut-être un petit peu plus typés que le mien de ce côté-là. Et donc voilà, donc je suis content de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis à l'eau il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et je suis content aussi des évolutions qu'on a pu faire, notamment des nouvelles paires d'appendices qu'on a apportées là en début de saison. Donc voilà, en termes de fiabilité, on a eu des petits contretemps, mais rien d'important, rien de structurel. Donc le bateau, moi j'ai pleinement confiance dans le bateau. Je sais que je peux tirer dessus correctement et voilà, sans dépasser les limites toujours, mais que je ne vais pas tout me prendre à la figure. On a eu beaucoup de temps en navigation. Je pense qu'on est l'équipe qui a le plus navigué depuis le dernier Vendée, sur Charal 1 d'abord, puis sur Charal 2 ensuite. Voilà, donc non, tout va bien, le bateau est à ma main. On est là les derniers jours sur des petits peaufinages. On s'arrête jamais. Je pense que voilà, il y a toujours moyen d'améliorer un petit peu. Et voilà, et puis maintenant j'ai hâte de voir en vrai ce que ça dit quand même, parce que on a fait des transats, on a fait des défis azimuts, on a fait des entraînements à Port-la-Forêt, on a vu certaines choses. On a vu des bateaux menés en double, on a vu des bateaux menés en solo, mais sur au final des petits parcours, en regard de ce que vont être 2 mois et demi ou 3 mois de course. Donc j'ai vraiment envie de voir sur la durée ce que ça donne par rapport aux autres, et puis de voir moi quel rythme je vais arriver à tenir ou à imposer d'ailleurs. Et comment tu te situes alors dans cette flotte? Parce que les observateurs te placent dans les 4 favoris, globalement. Tant mieux. Écoute, je dis à chaque fois 2 choses, c'est que c'est bien de faire partie des favoris, parce que ça veut dire qu'on a bien travaillé, et que ce que je pense, c'est que j'ai mes chances, et que c'est confirmé par d'autres, donc tant mieux. Par contre, ce statut de favori, il donne pas de points d'avance ou de 1000 d'avance, donc et il peut aussi être un peu piégeux, parce que voilà, il n'y a pas quatre favoris, et le vainqueur, il est peut-être pas dans les 4 là, quoi. Je pense que l'exemple de Yannick qui a gagné la dernière fois, il est parlant, hein. Je pense que personne n'avait misé beaucoup d'argent sur lui, et à la fin c'est lui qui gagne, donc il faut vraiment se méfier de ces statuts-là. Oui, ça fait plaisir, il faut pas bouder le plaisir quand il est là.
Donc merci à ceux qui pensent que je peux être favori, mais voilà, c'est une fois le départ donné, je pense que tout ça, ça va être oublié. Et en termes de confiance, dans le dernier cycle de Transat, dans ces 4 favoris, bah, tu es le seul à ne pas avoir gagné ta Transat. Est-ce que ça Ouais. joue? Sur ce bateau-là, donc j'en ai gagné sur Maître Coq et pas sur Charal 1, non, c'était une Vendée Arctique. J'ai gagné d'autres courses, donc je ne suis pas traumatisé par ça. Je pense que ce qui serait plus embêtant, c'est de ne pas avoir sorti un seul résultat avec le bateau. Je pense qu'aujourd'hui en IMOCA, déjà être sur le podium, c'est très très relevé. Donc voilà, tous les podiums que j'ai glanés depuis maintenant 7 ans de partenariat avec Charal, ceux-là ils comptent et c'est là-dessus que je me repose. Et voilà, donc il y a quand même des victoires hein, avec ce bateau-là, notamment l'année dernière sur l'Azimut avec Franck. Donc je sais que je peux le faire, je sais que j'ai déjà gagné en solitaire par le passé, je sais que le bateau est capable de gagner, et puis ça fait tellement longtemps peut-être que j'ai pas gagné de transat en solitaire que je vais me rattraper sur ce Vendée Globe-là. Voilà. Et alors sur ce rythme, tu en parlais, vous nous avez montré sur les dernières transats un niveau de compétition sportive assez dingue et vraiment une émulation de tous ces projets avec tous ces marins talentueux et performants. À quoi tu t'attends sur cette course? Là, si tu fais une espèce de visualisation du départ et de la descente de l'Atlantique, comment tu l'imagines? Je sais pas trop. Honnêtement, c'est un peu pour moi, c'est vraiment la grande inconnue, quoi. Quel va être le rythme? On se doute de ce que certains vont faire ou pas faire. On connaît ceux qui aiment bien être pied au plancher du début à la fin. Je ne suis pas convaincu que sur un Vendée Globe, ça tienne pied au plancher du début à la fin. On connaît aussi ceux qui sont un peu plus diesel. On a vu sur le précédent Vendée Globe que c'était pas très grave d'être diesel parce que ça bloquait devant et qu'au final, à la fin, il y avait toujours un nouveau départ. Mais ça va pas forcément arriver à chaque fois. Et en 2016, on a vu que le classement, on est 4 à être passés à Bonne-Espérance avec le front. Derrière, ils sont restés englués dans l'anticyclone. Et Paul Meillat derrière, qui faisait partie des 4, a eu un avarie. Et du coup, le podium, il était fait à Bonne-Espérance avec Armel, Alex et moi-même. Donc ça veut dire que si on a les conditions de 2016, il va falloir être devant d'entrée. Voilà, je pense que c'est vraiment la météo qui dicte un peu tout ça au final, quoi. Mais voilà, je pense que ce qu'on a vu sur les transats, il y a une petite partie de vérité en fait sur le rythme que chacun peut ou veut donner ou prendre. Mais je pense que ça va être très différent sur le Vendée. Donc voilà, mystère. Et comme tout le monde, j'attends de voir ça avec impatience. Moi, j'ai une petite idée de comment mener ma course. Raconte-nous alors. Je pense que c'est capital de ne pas griller ses cartouches d'entrée de jeu, quoi. Je pense que la route, elle est vraiment longue. Voilà, donc je pense que c'est important de ne pas avoir laissé toutes ses plumes en cours de route avant le Cap Horn. Voilà, maintenant, au Cap Horn, il ne faut pas arriver avec trop de retard non plus. Donc voilà, c'est quand même une course de gestion, quoi. N'importe quelle compétition qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines et là plusieurs mois, forcément à un moment elle demande de gérer et le bateau et peut-être aussi un peu le bonhomme. Donc voilà, je m'apprête à faire une course de gestion. Donc, voilà. Et ça veut dire que le curseur, il va bouger sans arrêt, quoi. Ouais. Et alors raconte-nous comment justement on tente de rester dans sa bulle et de dérouler sa partition sans se laisser influencer parce que l'on voit des classements qui tombent plusieurs fois par jour de la course, de la trace, de la stratégie des autres. Ah, il faut regarder, essayer de regarder à long terme ou à moyen terme en fait, voir si effectivement le classement est pas génial et qu'on a un petit peu de retard, être sûr quand même que ça sera pas rédhibitoire, quoi, qu'il n'y a pas pas un cut là qui est en train de se faire et que derrière, avant le Cap Horn ou après le Cap Horn, ça sera pas rattrapable, quoi. C'est sûr que de se retrouver dans cette situation-là. Par exemple, il y a un paquet qui est parti avec le front
à Sainte-Hélène et puis toi, tu es derrière dans l'anticyclone. Être dans cette situation-là, ça veut dire que ça peut être, avec un système météo de retard, du coup, ça peut être compliqué de recoller avant le Cap Horn, voire ça sera impossible de recoller avant le Cap Horn. Et du coup, ça veut dire que ça va faire une partie de la course derrière, mais je pense que c'est pas évident. Mais encore une fois, la remontée après le Cap Horn, elle peut être pleine de surprises aussi. Donc, comment gérer Non, j'aimerais pas me retrouver dans cette situation-là. Ça, c'est sûr. Donc, je vais essayer de l'éviter. Et je pense que si je me retrouve dans cette situation-là, c'est qu'il y a une avarie qui m'a un peu handicapé. Donc, voilà, ça va être des faits de course. Et comme je disais tout à l'heure, des faits de course, j'en ai connu plein et ça m'a pas empêché de continuer. Et j'ai jamais baissé les bras. Donc, j'éviterai de le faire dans cette situation-là. Sur la gestion des humeurs, j'allais dire, mais des émotions, tout simplement, on sait que c'est une succession de montagnes russes, un Vendée Globe en termes d'émotions. Avec l'expérience, comment tu gères ça? C'est comme la vie, hein, c'est un condensé de la vie, quoi. Et puis voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins monotones ou qui n'ont pas de grosses variations d'humeur. Mais en moyenne, tout le monde a des variations d'humeur quand même. Ces variations d'humeur, elles sont liées à ce qu'on fait, elles sont liées aux circonstances extérieures et elles sont aussi beaucoup liées à la fatigue. Donc il y a des critères, il y a des choses qu'on peut maîtriser, hein, notamment ce qu'on fait et les choix qu'on fait, et le repos qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Et après, les circonstances extérieures, on ne les maîtrise pas. Donc à un moment, ça ne sert à rien de trop se prendre la tête dessus, quoi. Donc voilà, moi je sais que j'ai besoin d'extérioriser les choses. Et puis je sais qu'une fois que c'est fait, ça passe. Et puis que si je vais dormir un bon coup, c'est réparé. Donc voilà, il ne faut pas fuir ces émotions-là, il ne faut pas fuir les sautes d'humeur. Ça fait partie de la vie. Et il faut juste apprendre à bien les gérer, apprendre à identifier d'où elles viennent et selon les critères que je viens de donner, arriver à les gérer, quoi. Et alors sur la gestion du bonhomme, sur la gestion du marin, toi qui as cette expérience énorme de solitaire depuis tes 20 ans, comment tu abordes ce 5e Vendée Globe? Qu'est-ce que tu as encore fait progresser? On sait évidemment que dans ces bateaux de plus en plus durs, la partie préservation, ergonomie du bonhomme a été de plus en plus importante. Qu'est-ce que tu as préparé toi pour traverser ces 2 mois au mieux? Alors ouais, au niveau ergonomie, il y a quelques trucs, mais pas tant au final, et pas énormément de choses de différentes sur Charal 2 que sur Charal 1. Le cockpit est un peu mieux organisé, mais c'est vraiment au détail près, c'est vraiment pour les manœuvres soit plus facile. Les positions de veille sont à peu près les mêmes, parce que j'ai mes petites habitudes et que ça fonctionne bien. Mais il n'y a pas d'équipement spécifique, de siège suspendu, de pare-choc, de protection, de casque. Voilà, je sais quand ça devient chaud et je sais qu'il y a des protections à mettre de temps en temps et une attention particulière à faire. Mais je sais aussi surtout que d'expérience que la meilleure protection, en fait, c'est bien se connaître et surtout bien connaître son bateau. Et voilà, être capable à un moment de lever le pied, de ne pas faire la manœuvre quand c'est pas opportun ou de l'anticiper. Ou de la faire de certaines façons. Et puis surtout d'arriver à garder de la lucidité, quoi. Ça, comme tu le dis, je pense que c'est pour le coup l'expérience du solitaire et de plus de 20 ans d'expérience sur plein de bateaux en solitaire, c'est vraiment ce que ça m'a appris, quoi. Et je connais mes limites. Je sais quand je commence à pas bien manœuvrer ou pas prendre les bonnes décisions ou avoir l'humeur qui est pas génial, et je sais beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà, au bout de quasiment 30 ans, tu me diras heureusement, mais ouais.
Je sais beaucoup mieux aujourd'hui que quand j'ai commencé. Identifier ces petits moments qui risquent de mal tourner derrière et arriver à prendre les mesures avant, quoi. Donc, ouais, voilà. Je connais bien mon bateau. Vraiment, je pense que s'il y a pas un changement, mais une évolution que j'ai apportée, mais je pense que c'est aussi le cas de tout le monde et les qualifications pour ce Vendée Globe-là y apportent beaucoup. J'ai beaucoup plus navigué et surtout régaté sur ce bateau-là. Et je le connais beaucoup mieux que le bateau précédent. Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Moi, je peux noter une évolution. Vas-y. Tu as pris des épaules. Ah, en T'as- muscu ou Ouais, tu as pris un gabarit que tu n'avais pas. Ah oui, peut-être, ouais. Ouais, mais ça fait quelques temps que je travaille. Je pense que ouais, ce gabarit-là, je pense que j'avais déjà un peu sur le dernier Vendée. Ouais, je sais que dans ma préparation, je sais beaucoup plus ce qu'il faut travailler et les petits détails et l'importance de certains petits détails en fait. Voilà. Par exemple, oui, l'ergonomie, mais à un moment, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Il faut des choses simples aussi et efficaces. Euh, voilà, par exemple, ouais, dans ma prépa physique, on a ciblé vraiment les parties à travailler. Et puis dans la préparation météo aussi, dans la performance, les choix de voile également. Dans toute la partie avitaillement et nutrition, je pense que j'y prête beaucoup plus attention aussi, beaucoup plus attention que par le passé. Donc voilà, j'ai l'impression sur ce Vendée d'avoir beaucoup plus travaillé, même si, enfin, c'est pas négatif quoi. C'est pas que je me suis usé au travail, mais j'ai passé beaucoup plus de temps à peaufiner mon affaire que sur les précédents. Et je pense que c'est aussi parce que ouais, j'ai plus l'expérience en fait m'amène à bien anticiper les choses et avoir envie que tout soit bien prêt, quoi. Donc voilà, j'ai pris le temps de faire les choses et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire du coup, quoi. Donc voilà, et maintenant ouais, je le redis encore, hein, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner, quoi. J'ai hâte d'être dans la bagarre. Voilà, forcément, on parle du dernier Vendée. Tout le monde me dit, ah, tu veux pas parler du dernier Vendée? Bah, en fait, si, le dernier Vendée, ça m'a manqué, ça, de pas être devant, de pas être au coude à coude avec les tout bons. Donc voilà, j'y retourne et j'espère que je vais trouver ça. Donc ouais, je me répète, j'ai hâte d'y être. Tu parlais des voiles. Raconte-nous ton choix. On sait que vous avez un nombre de voiles limité. Est-ce que toi, tu as une botte secrète dans ton jeu de voile? Ah, j'ai une botte secrète dans mon équipe qui s'appelle Bertrand Passé. Donc j'ai la chance que Bertrand ait pris ce dossier en charge et on le gère tous les deux avec Nico Andrieux qui est notre directeur technique et Franck qui a aussi son mot à dire et son analyse qui est pertinente. Mais avec Bertrand, on a une discussion qui est très ouverte et un travail avec la voilerie Norcels qui est hyper efficace. Et pas notre botte secrète, mais notre fonctionnement, c'est que on a fabriqué quelques voiles, mais on n'a pas fabriqué le nombre de voiles limite prévu. On a beaucoup modifié des voiles en fait. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'une voile, c'est quelque chose d'évolutif. Maintenant, avec les nouveaux matériaux et l'utilisation du 3DI chez Norse, on sait modifier une voile assez facilement. Et ça, on s'est pas limité, quoi. Donc à la voilerie, à Vannes, ils ont beaucoup vu nos voiles passer. On a fait du bon boulot tous ensemble, je pense. Donc voilà, c'est le moteur du bateau, hein. Donc il faut y passer du temps, essayer beaucoup de choses. Et voilà, c'est tout ça. Et puis ça, c'est du boulot génial à faire, quoi. On est vraiment dans le fine tuning et c'est hyper intéressant. Donc voilà, je pense que Bertrand, il a le même degré d'exigence que moi et j'espère que ça va donner quelque chose de compétitif sur le Vendée, compétitif et fiable, quoi. Faut jamais oublier ce critère-là. C'est un peu ton jeu de cartes, hein. C'est là où tu as tes atouts, en fait, les voiles. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'on n'est pas non plus arrêté sur notre façon de voir les choses.
On a vu des jeux de voile assez différents, notamment sur la Jacques Vabre. On a essayé, on a observé, on photographie tous les autres voiles de tous les autres bateaux. On a des mesures aussi sur notre propre bateau. On essaie d'être vraiment rationnel et de rien mettre de côté dans toute la partie préparation. Mais à la fin, et c'était la vérité là, des dernières semaines ou des derniers mois, il faut aussi avoir le bon feeling en fait, avec ton set, quoi. Et le set qui va marcher sur la Jacques Vabre, je pense que c'est pas le même set qui va fonctionner sur le Vendée, ou en tout cas qui va pas fonctionner tout le temps. Donc ouais, il y a des choix, il y a des cartes à, il y a des cartes à sortir du jeu, et puis il y a des atouts qu'il faut garder. Il faut travailler les points forts du bateau. Notre point fort, c'est vraiment les allures serrées et de puissance. On avait un petit déficit dans les allures de glisse au portant, et notamment dans le médium, donc on a beaucoup travaillé ça. Et ouais, il y a des choix fondamentaux à faire, et voilà, on espère avoir fait les bons, on espère avoir la bonne main. Qu'est-ce que ce serait un Vendée Globe réussi alors? Le 5e, peut-être pas le dernier? Ah, le 5e, peut-être pas le dernier, ça serait un Vendée Globe sans regret, quoi. Voilà, j'ai pas beaucoup de regrets sur la préparation. Il y a toujours 2-3 trucs que tu aurais aimé faire différemment, ou que tu aurais aimé qu'elle se passe mieux. Mais dans l'ensemble, je suis super satisfait de ma préparation. Et j'aimerais de la même façon être satisfait de ma prestation sur le Vendée et pas avoir de trop gros regrets. Voilà, pas me dire là, tu aurais dû attaquer, là, tu étais un peu en deçà. Là, au contraire, tu étais un peu stupide, tu t'es laissé influencer par les autres, et tu y allais comme un calu, et c'était pas nécessaire, et t'as cassé. Et puis voilà, c'est vraiment ouais, une course aboutie, une course, sans trop regarder les autres. Les autres, il faut les regarder, mais sans calquer sur les autres. Et ouais, et pas avoir de regrets. Je sais qu'il y a plein de choses qui ne vont pas se passer comme prévu. Je sais qu'il y a plein de choses que je ne vais pas réussir à faire comme je l'avais prévu. Mais ça sera le cas pour tout le monde. Mais en gros, pas avoir trop de regrets. Et je sais que si je navigue comme je sais faire, et que à la fin, j'ai pas trop de choses à regretter, je pense que je serai pas très loin de la tête de course. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci.